Donc, notre prochain orateur est Joachim Lüdecke, qui est professeur en physique, en mécanique des fluides et professeur émérite à l'Université de technologie et d'économie de Saarland. Et ses recherches sont apparues dans plusieurs journaux qui ont été notamment publiés dans plusieurs revues européennes. Il est le directeur de presse de ICA, donc l'Institut pour le climat et l'énergie, et le thème de sa présentation est les cycles climatiques et le réchauffement global. Professeur Lüdecke, à vous. Climate cycles and global warming. The best known climate cycle is the shift from warm periods to ice ages, with a period aux périodes glaciaires, dont la durée est d'environ 100. On sait qu'il existe depuis au moins 2 millions d'années et jusqu'à 400 000 ans avant aujourd'hui, comme le montre la figure numéro 1. Les données de la figure 1 ont été obtenues à partir de carottes de glaciaires de l'Antarctique. L'axe temporel en unité de 1000 ans va de droite à gauche, et en haut, les températures en bleu sont des anomalies autour de la valeur 0 degré Celsius. Ce sont les températures de l'Antarctique. Donc là, on remarque que les périodes chaudes sont toujours beaucoup plus courtes que les périodes glaciaires. Le cycle des périodes glaciaires et des périodes chaudes était déjà connu approximativement lorsque le chercheur Milankovitch a expliqué au début du XXe siècle, par des changements à long terme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, et la recherche climatique moderne partage cette hypothèse. Seule l'extrême brièveté des augmentations de température après chaque période glaciaire ne correspond pas à l'explication de Milankovitch et elle reste un mystère pour la science du climat. Les températures des 10 000 dernières années sont représentées ici par une petite ligne à l'extrême droite ci-dessous. Elle fluctue tout au plus autour de plus ou moins 2 degrés Celsius. Si l'on regarde à nouveau l'ensemble de la courbe des températures, on constate qu'une nouvelle ère glaciaire doit commencer sous peu. Et dans la partie inférieure de l'image, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère sont représentées en vert. La synchronisation de la concentration de CO2 avec la température est frappante, mais le CO2 suit la température avec un décalage d'environ 800 ans, qui n'est pas vraiment visible ici. Donc la cause de cet apparent effet de synchronisation est facile à expliquer. L'eau de mer chaude permet au CO2 de se dégazer et l'eau de mer froide le fixe. La température entraîne donc le CO2 et non l'inverse, comme le prétendent aujourd'hui les partisans du réchauffement climatique. Dans cette figure numéro 2, seules les 10 000 dernières années sont représentées. Donc là encore, on voit l'axe temporel qui va de droite à gauche. Vous pouvez voir dans la figure en face de vous à nouveau un gradient de température cyclique. Cette fois, les cycles sont beaucoup plus courts. Ils se situent entre 1000 et 1500 ans. Et vous pouvez également voir qu'il y a 4000 ans et 7000 ans, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Avant notre période chaude actuelle, à l'extrême droite, ici, on peut voir en bleu une période froide appelée le petit âge glaciaire. Elle a commencé au XVe siècle, elle ne s'est terminée qu'au XIXe siècle. En ce qui concerne le terme période froide, il ne faut pas oublier que ces périodes-là ont été très défavorables à l'humanité sans exception. Les périodes chaudes, par contre, ont toujours été bénéfiques. Lors de la forte période chaude, il y a 4000 ans environ, nous avons vu l'émergence des grandes civilisations du Nil et de l'Euphrate. Par exemple, la roue, l'écriture, la charrue, le cadran solaire et bien d'autres choses ont encore été inventées pendant cette période chaude. Les périodes froides ont toujours été à l'origine de très mauvaises récoltes et de famines et d'épidémies.
La figure 3 illustre ici les conséquences du petit âge glaciaire sur la population qui était en proie au froid et à de mauvaises récoltes, à la famine, aux épidémies. Pendant les hivers rigoureux du petit âge glaciaire, la mer Baltique était complètement gelée. Les troupes suédoises, alors en guerre contre la Russie, ont traversé plusieurs fois à pied la mer Baltique, qui était gelée avec des chariots et des canons lourdement chargés. Après la fin du petit âge glaciaire, vers 1850, les températures ont à nouveau augmenté de manière tout à fait naturelle, bien qu'avec les rechutes intermittentes. Donc là, la figure 4 montre la courbe des températures de 1850 à aujourd'hui. La courbe en bleu indique les mesures du thermomètre et l'augmentation des concentrations de CO2 est colorée en vert, celle qui est considérée par le GIEC comme la seule cause de l'augmentation de la température. Cependant, la concordance de la courbe du CO2 avec la température de 1850 à 1975 est très faible. Elle n'est bonne que de 1975 à 2020. Au cours de ces dernières 20 années, de 2000 à 2020, les données satellitaires contredisent les mesures des thermomètres. Et ainsi, au cours des 20 dernières années, les mesures par satellite ne représentent pas non plus un bon accord avec l'augmentation du CO2. Et donc, le CO2 est-il la seule cause du réchauffement ou bien non? Les médias et les politiciens sont d'accord avec l'opinion du GIEC selon laquelle le CO2 est la seule cause. Mais la science du climat, cependant, n'est pas d'accord. Le seul fait incontesté est que la température moyenne mondiale a augmenté d'environ 1 degré depuis 1850. Mais il fallait s'y attendre, car après le petit âge glaciaire, il fallait que la température redevienne plus élevée, sinon nous vivrions encore dans le froid. Si nous examinons à nouveau l'évolution de la température moyenne mondiale à partir de 1850, dans la figure 4, nous constatons qu'en plus de l'augmentation générale, les températures ont connu des hausses et des baisses en forme de vagues. C'est surtout le refroidissement autour de 1975 qui a fait grand bruit et qui est souvent oublié aujourd'hui. À cette époque-là, les climatologues américains craignaient le début d'une ère glaciaire, d'une grande ère glaciaire. Les médias américains tels que le magazine Time, comme on le voit ici, en ont parlé très largement. En raison de leur ferme conviction que le CO2 est la seule cause de la récente hausse de température, les modèles climatiques du GIEC ne prennent pas en compte que l'effet du CO2, tandis que les variations climatiques cycliques naturelles sont ignorées dans les modèles. Les résultats des modèles sont donc médiocres. Le professeur Christie, climatologue américain de l'Université d'Alabama, a présenté lors d'une audition devant la Commission des sciences de la Chambre des représentants des États-Unis, la figure 6 que l'on voit ici, qui prouve la faible validité des modèles climatiques. On peut voir sur cette figure qu'aucun modèle ne représente la réalité de manière satisfaisante. Les modèles climatiques du GIEC sont donc faux, et néanmoins, ils constituent la base de la politique climatique aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays occidentaux. Donc maintenant, concernant l'impact climatique des cycles solaires et océaniques. En 2001, le chercheur américain Gerald Bond a publié l'une des études climatiques les plus célèbres de tous les temps et qui a été citée 3000 fois à ce jour et a donné lieu à d'innombrables autres publications techniques. Dans les dépôts sédimentaires du fond des océans, Bond a découvert des cycles de 1000 à 1500 ans. Fait remarquable, ces cycles de Bond sont toujours obstinément ignorés par les rapports du GIEC. Et en fait, la science du climat considère que le Soleil, qui est si mal aimé par le GIEC, est le générateur le plus important des cycles de Bond. Il aurait un impact climatique avec 4 paramètres qui sont énumérés dans le tableau 1. Il s'agit de l'irradiance solaire totale, que l'on appelle TSI, la fraction ultraviolette de la TSI, le champ magnétique du Soleil, et enfin le nombre de taches solaires. Le forçage du climat par le Soleil se manifeste non seulement dans les cycles de Bond longs, mais aussi dans les cycles solaires d'une durée de 11 ans seulement.
Le cycle solaire de 11 ans, le cycle de Schwab, est le plus connu de ces cycles. Et à titre d'exemple, de nombreuses preuves de l'influence du Soleil sur le climat, les températures de septembre en Hollande sont présentées sur la figure 7 ici, qui est tirée d'une étude technique de l'auteur. Donc on peut voir une bonne correspondance entre les taches solaires et les températures. Le Soleil a ici 4 mois d'avance sur la température. Donc, outre l'influence climatique directe du Soleil, de nombreux autres cycles océaniques naturels ont été découverts. Dans certains cas, ils peuvent être attribués à l'influence du Soleil, mais la plupart du temps, leurs causes sont encore totalement inconnues. Ici, le tableau 2 présente une liste de ces cycles océaniques qui n'est pas exhaustive. Donc, on voit, par exemple, ENSO, c'est El Niño, AMO, c'est l'oscillation atlantique multidécennale, la NAO, c'est l'oscillation de l'Atlantique Nord, l'IOD, c'est le dipôle de l'océan Indien, et la PDO, c'est l'oscillation décennale du Pacifique. SST, dans la colonne 3 du tableau 2, désigne la température de surface de la mer, et delta P désigne les différences de pression, par exemple, entre l'anticyclone des Açores et la dépression de l'Islande. Donc à ce jour, on en sait malheureusement trop peu sur l'origine des cycles océaniques ou même sur leur fonctionnement. Et cependant, nous en savons de plus en plus sur leurs effets, sur les températures et la précipitation jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de distance, et même à l'échelle mondiale, comme c'est le cas pour El Niño. Donc voici deux exemples. Exemple 1. On soupçonne depuis longtemps que les variations de la TSM dans l'Atlantique tropical ont un impact sur les précipitations en Amazonie centrale. Une étude technique réalisée en 2020 par une équipe de chercheurs d'universités allemandes, britanniques et russes a exploré ces impacts plus en détail. Et l'étude s'est concentrée sur l'occurrence des sécheresses dans l'Amazonie tropicale. Les calculs de prévision a posteriori ont permis de produire des alertes de sécheresse fiables jusqu'à 18 mois à l'avance, comme le montre la figure 8 de l'étude, ici même. Donc, cette figure montre dans la partie supérieure l'indice de sécheresse standard SPI, qui est ici en orange. Si la valeur SPI tombe en dessous du seuil de moins 1,5, la ligne rouge brisée dans la figure, nous avons une sécheresse extrême. La courbe bleue est la corrélation croisée moyenne de l'Atlantique tropical avec l'Atlantique tropical sud. Si la valeur est inférieure à 0,06, marquée ici par des cercles verts, une sécheresse sévère peut être prédite avec succès. Exemple 2, les précipitations dans les pays d'Afrique sont dans de nombreux cas influencées de manière significative par des cycles océaniques et des taches solaires présentées dans le tableau 2. Dans une étude spécialisée de cette année, en 2021, les séries de précipitations de près de 120 ans de tous les pays africains ont été examinés pour les influences de ces cycles. Et les résultats permettent de suivre les événements pluvieux à travers l'Afrique dans le temps et l'espace et de faire des prédictions partielles. Donc là, figure 9, qui montre pour les mois de septembre à décembre. Donc on peut voir comment l'influence des différents cycles, et donc l'intensité des précipitations, se déplace dans le temps et l'espace de septembre à décembre. Un autre résultat spectaculaire de cette étude est l'onde croisée du soleil et de la pluie éthiopienne dans la figure 10 ici même. Donc cette figure montre une corrélation ininterrompue entre la pluie éthiopienne de février et les taches solaires sur 120 ans. Le signal solaire précède les événements pluvieux de 52 mois. Donc pour résumer, premièrement, le Soleil et les cycles climatiques naturels peuvent expliquer le réchauffement climatique récent bien mieux que le CO2 anthropique. Deuxièmement, le GIEC ignore cela. Et pour cette seule raison, c'est une organisation politique et non scientifique. Merci.